La confrérie des Louves de Florence Rhodes aux éditions du Caïman. Lundi. 20h52. Le commandant Abel Hamelin salua le policier en faction frigorifié, franchit la porte du Paris-Boston et se frotta les mains pour en réactiver la circulation sanguine. Une température glaciale s'était appropriée Paris depuis le mois de novembre. Amateur de saisons bien tranchées, il commençait pourtant à se fatiguer de dégivrer tous les matins au grattoir le pare-brise de la Mini. Il jeta un coup d'œil aux murs de pierre sèche, aux cloisons en verre et au parquet blanc. Une ambiance rustique, contredite par l'éclairage mauve et les tables de métal. Au fond, de hautes baies vitrées laissaient entrevoir une petite cour intérieure, déserte à cette époque de l'année. Dans sa liste de critères d'évaluation d'un restaurant, le cadre était surclassé, de loin, par le contenu de l'assiette et la générosité des portions. Il raffolait de la tête de veau servie par Émile sur des nappes en papier, à 2 rues de son bureau. Le gros Auvergnat les menaçait toujours de les pendre à des crocs de boucher s'il ne retrouvait pas les assiettes vides en les débarrassant. Sur ce, il éclatait de rire et leur administrait une vigoureuse claque dans le dos. La femme d'Hamelin, Élise, adorait en revanche ces repères de bobos où les serveurs vous souhaitent, d'un ton lugubre, une bonne dégustation. Comme si l'expression bon appétit pouvait leur brûler le palais au napalm. Hamelin suspendit son duffel-coat de velours à une excroissance qu'il identifia comme une patère, mais pouvait tout aussi bien être une sculpture d'ébène ou une corde d'animal. « On peut avoir de la vraie lumière » cria-t-il à la ronde. Il lissa entre le pouce et l'index sa barbe noire infiltrée de fils d'argent, semblable à ceux qui colonisaient le bas de ses tempes. La lueur des néons mauves céda la place à des ampoules classiques. Bien que de taille respectable, la salle semblait plus spacieuse dans la pénombre. Le lieutenant Diane Martens, qui avait actionné les interrupteurs, vint à sa rencontre, annoncé par un craquement de cuissarde sur le parquet. « C'est lui qui nous a prévenus ?» Il lui désigna d'un coup de menton un jeune homme de type indien, affalé sur une table, la tête entre les mains. « Oui, » confirma-t-elle, « Ajay Anish. Il nous a appelés il y a 1h15. Il travaille ici comme cuisinier. En arrivant ce soir, il a vu une silhouette féminine quitter les lieux par la porte arrière du restaurant. Il est entré et a trouvé dans la cuisine le cadavre de son patron, le dénommé Édouard Schaeffer. » Martens consulta son carnet noir. Il s'est alors rappelé de la femme qu'il venait d'entrevoir. Il s'est précipité dans la rue pour la suivre. La femme. Pardon ? On dit se rappeler la femme, ou se souvenir de la femme, mais on ne peut pas commettre une combinaison des deux. Martens le toisa en silence, assez longtemps pour lui signifier que, sauf son respect, libre à lui de parler comme une encyclopédie, mais qu'il pouvait la dispenser de ses traditionnelles corrections de syntaxe. Cette manie qu'il avait de rectifier la grammaire de son entourage lui avait valu au sein de la brigade le surnom de prof. Hamelin disait qu'à tout prendre il préférait prof à grincheux, une appellation qui, certains jours, n'aurait pourtant pas été usurpée. « Donc, » enchaîna Hamelin, « il se précipite dans la rue pour la suivre, pas pour la rattraper. C'est bien ça. Courageux, mais pas téméraire. En même temps, si tout le monde voulait faire notre boulot, on se retrouverait vite au chômage technique. » Il savait dans quelle direction elle était partie, l'a retrouvée au bout de la rue et l'a suivie. Et qu'a-t-elle fait ? Elle a marché. Combien de temps ? Une bonne demi-heure. Il dit qu'elle se retournait de temps à autre pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, mais il pense qu'elle ne l'a pas repérée. Et jusqu'où a marché l'inconnu, le jeune Ajay, dans son sillage ? Jusqu'à un immeuble du boulevard Malesherbes, après quoi il a appelé le 112 et a raconté son histoire. J'ai développé avec l'âge une circonspection épidermique vis-à-vis des témoins providentiels, et je me demande si celui-ci ne nous fait pas marcher, justement. Il se trouve que la victime résidait dans cet immeuble. Mariée, à moins que son alliance ne soit décorative, oui. Tu ne pouvais pas commencer par là. Envoie tout de suite 2 hommes là-bas. Personne n'entre ou ne sort de cet immeuble jusqu'à nouvel ordre. C'est fait. Qui ? Séverin et Leroux. Où en est le groupe ? On interroge le voisinage. Rien de passionnant pour le moment. Beaucoup de gens connaissent le restaurant. Peu y ont déjà dîné. Le carnet de réservation est plein et l'addition indécente. Mais aucun riverain n'a rien vu ce soir. Rien entendu non plus. Pas de cris d'agonie, d'éclats de voix, de menaces. Non, on dirait que ce gars est notre seul témoin. Je le verrai plus tard. J'ai une petite faim, je vais commencer par les cuisines. Le substitut du procureur ?
Vous l'avez raté de 5 minutes. Hamelin se dirigea vers l'arrière de la salle, d'où partait un couloir étroit. Tout au fond, l'entrée de service entrebâillée. Sur sa gauche, une lourde porte battante, percée d'un hublot, permettait d'accéder aux cuisines. Un peu plus loin, les toilettes, signalées par un panonceau de cuivre et un escalier qui conduisait à l'étage. Hamelin le gravit 4 à 4. La décoration de la pièce répliquait le décor du rez-de-chaussée et l'agrémentait d'une cheminée électrique circulaire. Redescendu d'un niveau, il s'approcha de l'entrée de service et dévala les 2 marches qui menaient à la rue. Affaibli par des rafales polaires, la température avait encore cédé quelques degrés. De rares passants avançaient, le visage incliné en allégeance au froid, les mains enfouies dans les poches ou sous les aisselles. Sans veste, il ne pouvait pas rester longtemps à l'extérieur. Il s'engouffra dans le restaurant, repoussant la porte d'un coup d'épaule. Dans le corridor, il souffla sur ses mains et piétina jusqu'à sentir à nouveau ses orteils occuper l'extrémité de ses boots. Une fois de plus, il se dit qu'on avait tort de qualifier la quarantaine de nouvelle trentaine. C'était l'apparition des premières fêlures dans la mécanique d'un corps qui vous avait bien servi jusque-là. Depuis peu, des problèmes de circulation sanguine et une méchante tendinite à la hanche, s'il courait trop longtemps, venaient lui rappeler qu'il n'était plus de la première jeunesse. Et il poussa la porte battante. Outre Wendling, le procédurier du groupe, 3 policiers de l'identité judiciaire, occupés à prendre des photos ou à procéder à des relevés d'empreintes et de sang, l'accueillirent d'un signe de tête. Hamelin fut soulagé de reconnaître Aubin, un poupon rouquin tout en rondeur, constellé de taches de son. Exact opposé du lieutenant Martens. Aubin plaisantait en permanence, y compris sur les scènes de crime. Mais Hamelin avait appris à ne pas le sous-estimer. S'il y avait quelque chose à trouver, Aubin ne passerait pas à côté. La pièce était barrée d'un plan de travail monumental. Le commandant le contourna et baissa les yeux. Un homme, allongé sur le ventre, baignait dans une flaque de sang. Pas de trace au-delà de la circonférence écarlate. A priori, l'homme avait été tué là où il reposait. Qu'est-ce qu'on a ? Pour le moment, un cadavre avec une lame dans le cou. Tel que tu me vois, je suis donc comme un poulet devant un couteau, s'amusa Aubin. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Quel genre de lame ? Une lame d'économe. C'est quoi ça, un économe ? Un éplucheur, si tu préfères. Laisse-moi deviner. C'est Madame Hamelin qui fait la cuisine, non ? Manquerait plus que ce soit l'inverse. Ça peut tuer un gadget pareil ? Enfoncé avec force en plein dans la carotide, ça t'expédie ad patresse en moins de temps qu'il faut pour dire sayonara. La preuve. Sinon, le légiste en dira plus. Mais j'ai l'impression qu'on a eu la victime par surprise. Aucune trace de lutte, en dehors d'un vilain bleu au nez. Hamelin balaya la pièce des yeux. Tu en as de bonnes, toi, par surprise. Comment il aurait fait pour ne pas voir arriver son meurtrier ? Il se tenait au milieu de la pièce. Il retourna dans le couloir et ouvrit une nouvelle fois la porte des cuisines. Elle lui livra le passage en grinçant. Même s'il avait été à genoux ou de dos quand l'assassin est entré, il l'aurait entendu. Et s'il avait travaillé en musique ? Hasarda Aubin. Tu vois une radio ? Non, mais ça ne veut pas dire que l'assassin n'est pas parti avec. Il aurait été tué pour un poste de radio ? Ou une chaîne IFI. Tu sais comme moi qu'on voit tous les jours des mobiles plus farfelus. Tiens, pas plus tard que la semaine dernière, un type qui a besoin de passer un coup de fil aborde une bonne femme en train de téléphoner dans la rue. Il lui demande poliment de lui prêter son portable, refus de la donzelle. Il lui vide un chargeur de Beretta dans le bide, utilise le portable de la victime et le repose près du corps après usage. C'est même grâce au numéro composé qu'on lui a mis la main dessus. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Mon coup de fil était plus urgent que le sien ». C'était le cas ? Je te laisse juger. Il voulait joindre son bookmaker à Auteuil pour placer un pari sur un canasson avant le départ de la course. La meilleure, c'est le nom du bourrin. Absolue nécessité, ça ne s'invente pas. Pour en revenir à notre restaurateur, si je te suis bien, l'assassin entre alors que Schaeffer a le dos tourné, lui tape sur l'épaule, le poignarde et repart dans la rue avec une chaîne IFI sur le dos. Je vois d'ici les gros titres. Le mélomane enragé. Ou encore la 5e de Beethoven, une tuerie. Ah, c'est ton boulot de découvrir ce qui s'est passé. Ton explication musicale n'est pas très convaincante. J'en vois une plus crédible. Il connaissait son meurtrier. Des empreintes ? Un festival, ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait que 6 personnes travaillent ici tous les jours. On va comparer avec celles des employés. Je te fais parvenir mon rapport au plus vite. Bonne chance pour coincer le meurtrier. Ou la meurtrière. On a un témoin qui a vu une femme fuir la scène de crime.
Aubin grimaça. « Je ne suis pas convaincu. »« Pourquoi ? Une arme blanche ? On est au XXIe siècle, mon vieux. Les poisons sont passés de mode. Les violettes nausières se font rares. »« Ne crois pas ça. Elles ont juste troqué le Véronal contre de l'eau de Javel. » Sur ces considérations méthodologiques, il fit un clin d'œil et quitta les lieux en souriant. Hamelin s'agenouilla auprès du corps et observa le regard fixe du restaurateur. Schaeffer devait approcher de la quarantaine. Indéniablement, il avait été bel homme. Des cheveux châtains, ondulés, encadraient un visage serti d'une barbe de 2 jours. Le corps sans vie, athlétique, était vêtu d'un jean bleu clair, d'un polo de rugby blanc et vert et chaussé de mocassins andins. « C'est une femme qui t'a tué ?» l'interrogea Hamelin à voix basse. « Une femme que tu avais trahie ou un homme qui en voulait à tes biens ?» Il n'obtint aucune réponse. « Tu sais, c'est pour te rendre justice que je te pose la question, pas pour t'embêter. » Le cadavre demeura muet. Hamelin devrait se débrouiller seul, comme toujours. De retour dans la salle du restaurant, il s'attabla face au cuisinier et le considéra sans dire un mot. Hamelin n'était pas persuadé que la première impression soit toujours la bonne. Ses 20 ans de métier lui avaient enseigné qu'un individu de prime abord considéré comme suspect était souvent blanc comme neige. À l'inverse, les plus anodins des témoins pouvaient se révéler des criminels endurcis. C'était aux policiers de séries télévisées que revenait l'instinct infaillible du flic. Dans la réalité, c'était un simple mythe. En revanche, il savait que dévisager son interlocuteur 1 minute ou 2 sans lui adresser la parole était très déstabilisant, et qu'un quidam déstabilisé était moins capable de dissimulation. Aussi n'hésitait-il pas à démarrer ses interrogatoires par un silence. Hamelin disait souvent que le manque d'effectifs dans la police l'obligeait à incarner à tour de rôle le bon et le mauvais flic. Ajay Yanish releva un long visage brun aux yeux sombres et aux cils interminables. « On sert quoi ici ? » ?»« Pardon ? Quelle est la spécialité de la maison ? » ?»« Plat du terroir et cuisine américaine. » D'où le nom du resto. « Et tu t'y connais, toi, en cuisine du terroir ? » Vous pensez que les talents culinaires des Indiens se limitent au samosa ? Vous savez, pas besoin d'être un dieu pour préparer une daube ou une blanquette de veau. Ah bon, tu m'en diras tant. Et il était fréquenté, le restaurant ? Complet, 2 mois à l'avance. 2 mois ? Pas étonnant que les Parisiens consomment davantage de samosa que de blanquettes. Au fait, comme tu t'en doutes, je suis officier de police judiciaire, brigade criminelle, commandant Abel Hamelin. Tu vas devoir me réexpliquer dans le détail tout ce que tu as déjà raconté au lieutenant Martens et le répéter encore une fois demain matin au siège de la PJ. Tu en tireras en retour la satisfaction d'avoir fait ton possible pour aider les forces de police. En plus, je n'ai pas vraiment le choix, non ? Un petit malin, ce que je vois. On va bien s'entendre tous les deux. Bon, Schaeffer, c'était quel type d'homme ? Vous pouvez préciser ? Gentil, bosseur, des dettes, des maîtresses ? Non, oui, aucune idée, je ne sais pas. Pas gentil, alors. Il n'avait pas à l'être. Il était exigeant, il devait faire tourner sa boutique. Je l'ai vu virer un serveur pour 10 minutes de retard. Et avec toi, ça se passait bien ? Oui. Toi, tu n'étais pas en retard. C'était une bonne place, je faisais ce qu'il faut pour la garder. Je note. Employé de l'année. Raconte un peu ce que tu as vu ce soir. Je suis arrivé vers 18h30 comme d'habitude. Minute. Tu es entré par la grande porte ? Non, comme tous les soirs par l'arrière, la porte de service. En arrivant à hauteur, j'ai vu une femme en sortir. En fait, elle a failli me rentrer dedans tellement elle était pressée. Décris-la moi. Sa capuche était rabattue, je n'ai vu que sa silhouette. Couleur de cheveux ? Masquée par la capuche. Vêtements ? Elle portait l'une de ces parkas foncés de marque canadienne. Vous voyez ? Je crois, oui. Tout le monde en a depuis 2 ou 3 ans. Foncé. Le marine ou noir ? Difficile à dire. Et en dessous, jupe ou pantalon ? Pantalon, sombre, ample, étroit. Le jeune homme soupira. Normal. Ce fut à Hamelin de pousser un soupir. Comment tu peux être certain qu'il s'agissait d'une femme ? L'allure générale, la finesse des jambes. Taille. Le regard du cuisinier se perdit alors qu'il tentait de rassembler ses souvenirs. Plus grande que moi. Et tu mesures ? 1m62. C'est une blague ! À votre avis ? Personnellement, ça m'est égal que tu avoisines la toise d'un pygmée. Mais du coup, une femme plus grande que toi, tu admettras que ça n'est pas très discriminant comme signe distinctif.
Continue. Je suis entré dans le restaurant. La salle était déserte. Je suis allé dans la cuisine. Il n'y avait personne non plus. Ça m'a étonné. Parce que la porte de l'arrière était ouverte? Oui, elle ferme à clé. Si elle était ouverte, c'était qu'un autre cuistot ou M. Schaeffer était déjà arrivé. Ou l'un des serveurs. Non, en général, ils entrent par la porte de devant. M. Schaeffer l'ouvre. Enfin, l'ouvrait en arrivant. Qui a une clé de chacune des deux portes? Celle de l'arrière, M. Schaeffer, César et moi. César, c'est l'un des cuisiniers. On est les deux plus anciens. Celle de devant, seulement M. Schaeffer. Ils ne faisaient pas confiance aux serveurs? C'est surtout qu'ils arrivent plus tard et ils n'ont pas besoin d'avoir la clé. Continue. Quand je me suis avancé, j'ai vu M. Schaeffer. Il était mort. Qu'est-ce qui te permettait d'en être sûr? Il ne bougeait plus et puis il y avait du sang sous son visage. Comment tu l'as identifié? Je l'ai reconnu. Il est face contre terre. Anish reformula. Je ne pouvais pas être sûr que ce soit lui, mais je m'attendais à le voir, et quand j'ai trouvé un corps qui avait exactement son allure, je me suis dit que ça devait être lui. Et tu as eu raison. Après, tu as fait quoi? Tu nous as appelés? Je me suis rappelé la femme. Hamelin approuva la syntaxe d'un signe de tête que le cuisinier prit pour une invitation à poursuivre. Je me suis dit qu'elle avait dû faire ou voir quelque chose et que le plus urgent était de l'identifier. Alors, sans trop réfléchir, j'ai décidé de la suivre. Je suis ressorti, j'ai pris la même direction. J'ai couru et je l'ai rattrapée à l'angle de la rue d'Artois. La pluie s'est mise à tomber. Minute, la porte de service. Tu l'as refermée en sortant? Oui, je me souviens que je tremblais comme une feuille en fermant le verrou. Poursuis. Elle marchait très vite. Et tu n'as pas eu l'idée de la dépasser pour voir son visage, de la héler pour lui demander un renseignement. Comme excusez-moi, êtes-vous une meurtrière? Plutôt comme où se trouve la station de métro la plus proche? Encore qu'une réponse honnête à ta question aurait pu nous servir. Pour ce que j'en savais, elle venait de tuer un homme. J'ai préféré garder mes distances. Dès qu'elle s'engageait dans une rue, je courais jusqu'à l'intersection. Je glissais un œil, repérais la rue où elle obliquait et je me précipitais à nouveau à l'angle. Je ne voulais pas me faire repérer. Elle était méfiante. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle prenait par les petites rues, enfin, pour autant qu'on puisse parler de petites rues dans le 8e arrondissement. Disons qu'elle évitait de rester trop longtemps sur les grands axes. Elle ne s'est pas arrêtée du tout, pour parler à quelqu'un, acheter un journal, je ne sais quoi. Non, je vous l'ai dit, elle marchait vite. Et? On est remonté vers le 17e. J'ai cru la perdre rue de Messine, et en fin de compte, à l'intersection avec la rue Monceau, je l'ai vue entrer au 188 bis, boulevard Malesherbes. Combien de temps vous aviez marché? Un peu plus d'une demi-heure. Sans le code de l'immeuble, je ne pouvais plus faire grand-chose. J'ai pris le métro pour revenir au restaurant. Je vous ai appelé et j'ai attendu. Une dernière remarque. Tu parles drôlement bien le français pour un Indien. Le jeune homme le considéra en silence. Ma famille est installée à Villejuif depuis 3 générations, et je prépare l'agrégation de lettres. Ça doit sans doute avoir un rapport. Sous la neutralité du ton, l'ironie affleurait. Hamelin s'éloigna et glissa à l'oreille de Martens. Comment est-on supposé distinguer ceux du passage Brady, tout juste débarqués de Taj Mahal Land, des futurs maîtres de conférence? On n'est pas supposé le faire. Peu importe, bougonna Hamelin. Tu me le convoques demain matin en 36. Tu prends sa déposition et tu reconstitues sur un plan de Paris l'itinéraire de l'inconnu. Tu n'oublies pas de convoquer aussi les autres employés du restaurant, même s'ils n'ont rien vu. Aubin aura besoin des empreintes. Et d'ici là, 2 employés de l'Institut médico-légal poussèrent un chariot vers la cuisine, prêt à escorter Édouard Schaeffer vers son avant-dernière demeure du quai de la Râpée. Quelle heure est-il? 9h15. Toi et moi, on rentre au bureau et on réunit tout ce qu'on peut sur Schaeffer, même si, pour ce soir, on ne pourra pas avancer beaucoup. On laisse le groupe finir l'enquête de voisinage, à l'exception de Le Goff qui vient avec nous. Qu'est-ce qu'on dit à Séverin et Leroux? Qu'ils ne bougent pas d'un millimètre. Je voudrais en savoir un peu plus sur le mari avant de prévenir la femme. Et si elle essaie de joindre son époux? Hamelin se dirigea vers le comptoir d'accueil à l'entrée du restaurant et d'un coup de coude renversa le combiné du téléphone. La ligne d'un resto complet 2 mois à l'avance doit souvent sonner occupée, non?